À toutes et à tous, bonsoir. Merci de préférer ESAE TV pour vous informer. Tout de suite, le sommaire. À l'occasion de la présentation des vœux au président des institutions de la République, le chef de l'État, Patrice Talon, a annoncé des réformes en faveur du secteur de la presse béninoise. À suivre en début d'édition, le président de la PADEM Bénin et directeur du groupe de presse Le Challenge, qui salue cette initiative du gouvernement. Au terme d'une assise le dimanche dernier, les têtes couronnées de la région d'Agonli, dans le département du Zou, parlent désormais d'une même voix. Le différend relatif au couvent Yami de la divinité Guélédé, qui opposait ces différents acteurs de la chefferie traditionnelle, connaît son épilogue. Da Gandaro Kinidegbe garde tous les attributs liés à son titre. Plus de détails dans cette édition. En sport, les cotonniers ont écrasé les joueurs d'Aziza FC 4-0 grâce à un doublé de Issa Razak Bena. Le film de la rencontre et le débriefing des deux entraîneurs dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais au sommaire de cette édition à l'occasion de la présentation des vœux des présidents des institutions de la République. Patrice Talon, président de la République du Bénin, a annoncé des réformes dans le secteur de la presse béninoise. À cet effet, Basile Chibozo, président de la PADEM Bénin et directeur du groupe de presse Le Challenge, salue cette initiative du gouvernement et énonce ses attentes concernant la carte de presse des professionnels des médias au Bénin. Il est au micro de Francis Farami et Nansirine Fatoumbi. Vous savez, nous on l'a accueilli à la PADEM Bénin avec beaucoup de joie, parce qu'il y a longtemps qu'on attendait cette délivrance de ce genre-là, délivrance par rapport à tout ce que la presse vit, de difficultés, de complications, toute la misère crasse qui fragmente la corporation, les professionnels qui sont en difficulté, les patrons qui sont en difficulté. Donc une telle annonce vient comme une sorte de délivrance. Et comme ça vient en début d'année, on estime que c'est l'année de la presse. Et comme c'est juste après l'épiphanie, on a dit que c'est l'épiphanie de la presse. Alors, très content de ça, Michel Ta a été clair, a confié à la HAC la mission de proposer très vite, et assez vite, des propositions par rapport à cette réforme-là. Et moi, je vois la réforme à deux niveaux. Au niveau des professionnels, dans l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, l'amélioration de leur salaire, la possibilité d'avoir une carte de presse professionnelle qui puisse être affectée des avantages liés à la carte. Souvenez-vous, en 2013 déjà, un décret a été pris sur l'administration Yahi pour que la carte de presse soit affectée d'un certain nombre d'avantages. Cette carte de presse-là est fondamentale. La réforme doit aller à cette carte de presse pour montrer que la carte de presse ne doit plus servir qu'un simple outil de travail, mais aussi un outil de travail qui est affecté d'un certain nombre d'avantages. Avantages du point de vue social, avantages du point de vue sanitaire, avantages du point de facilité par rapport à la gestion, à la profession, avantages par rapport au voyage, avantages par rapport à plein de choses. Et je crois que cette carte de presse doit être systématique dans l'attribution. Parce que le retard qu'on accuse dans la délivrance est très mortel, disons mortifère pour la corporation. Parce que vous n'êtes pas sans voir que
Beaucoup de confrères ont été condamnés parce qu'au moment des délits de presse, ils n'avaient pas leur carte. Le juge a estimé alors qu'ils sont pas des journalistes, pas concerné les il les a jugés. Donc c'est fondamental que cet outil-là ne manque plus, soit constant et régulier. Donc la réforme, les propositions de la HAC doivent aller à ce niveau-là, pour qu'un nouveau décret soit pris, même pour améliorer le décret de 2013, pour consacrer systématiquement que la carte de presse est l'outil fondamental par lequel le journaliste doit vivre de son métier. Toujours à ce sujet, Basile Chibozo a énoncé ses attentes concernant les entreprises de presse au Bénin, suivant-le à nouveau au micro de Francis Farami et Nansirine Fatoumbi. Au niveau du public, je crois qu'il faut améliorer les conditions de travail des professionnels. Il faut améliorer le salaire des professionnels qui y travaillent. Il faut par exemple au niveau de l'ABP qui a été suspendu, contrôler une possibilité de la réhabiliter. Ou alors relancer l'ABP autrement. C'est des réformes qu'on doit faire. Parce que l'ABP, c'est une branche des professionnels qui aujourd'hui sont sur le carreau, ce qui en soi ne peut pas être comme ça. Alors quand je parle de l'entreprise de presse, c'est que l'entreprise de presse aujourd'hui doit avoir la possibilité d'avoir des projets structurants qui vont avec. Voyez-vous, il faut la régie publicitaire, il faut une centrale d'achat des intrants de presse audiovisuelle, il faut une imprimerie nationale qui permet d'éditer les journaux à moins de coûts. Voyez-vous, donc il faut la médiamétrie, donc un certain nombre de choses qui vont qui font l'économie, l'écosystème des médias. Alors sans ça, on ne pourra pas véritablement s'en sortir. Et l'autre chose, c'est l'allègement fiscal, comme l'a réclamé l'article 40 de la loi portant contre l'information de la communication, qui dit que l'État confère aux organes de presse un allègement fiscal. Ça veut dire quoi? Le fait de payer les taxes comme tout le monde ne doit plus être la même. On paye trop de taxes, on paye trop d'impôts. On est imposé systématiquement de la même manière comme toute autre entreprise. Il faut que ça change. Donc la réforme doit aller à là, pour que l'État puisse conférer aux organes de presse la possibilité d'avoir une fiscalité amoindrie, avec une possibilité d'un guichet unique fiscal qui peut amener peut-être à payer une fois là les impôts et taxes au niveau des entreprises de presse. 16 janvier 1977, 16 janvier 2023, 46 ans déjà que le Bénin a subi l'opération Crevette, une tentative de coup d'État ratée d'une équipe de mercenaires français avec à sa tête Bob Denard pour renverser le gouvernement de la République populaire du Bénin, dirigé dans le temps par feu Mathieu Kérékou, dont le Parti communiste, le Parti de la Révolution populaire du Bénin, était le seul parti politique autorisé dans le pays. 46 ans après ces événements, Jean-Baptiste Elias, président du FONAC, a rappelé ses souvenirs de cette date. Suivez ces propos recueillis par Aneldo. Le 16 janvier 1977, pour le Béninois que je suis, quand on soulève cette date, on pense d'abord à 7h03 du matin. Ce jour-là, c'est un dimanche. Tout le monde est censé se reposer. Puis, un avion s'est posé brutalement sur l'aéroport international de Cotonou. Un avion qui n'était pas prévu, donc c'est une surprise. Puis, un certain nombre de personnes, des blancs comme des noirs, sont sortis de l'avion avec des armes, des munitions, des sacs au dos et se sont dirigés vers les points stratégiques du Bénin, à Cotonou. La radiodiffusion a été prise d'assaut, la télévision a été prise d'assaut, puis on entendait donc beaucoup de crépitements d'armes. Nous étions hélas face à une agression armée conduite par un certain Bob Denard, qui est venu et, comme ils l'ont dit eux-mêmes dans leur déclaration par la suite, pour mettre fin au régime en place depuis le 26 octobre 1972. J'habite la Haye-Vive. L'aéroport est à moins de 5 minutes de ma maison. J'ai vu les mercenaires, armes au poing, passer à pied devant ma maison pour aller vers la ville. Donc j'ai vécu l'opération.
il faut justement partir du 26 octobre 1972 pour comprendre ce qui a pu amener des hommes et des femmes à réfléchir, à mettre en place une équipe de mercenaires pour venir attaquer le Bénin. En effet, le 26 octobre 1972 est la date à laquelle l'armée dahoméenne à l'époque, béninoise ensuite, a pris le pouvoir. Le 26 octobre, le commandant Mathieu Kérékou, en finissant son discours de prise de pouvoir, a dit « Vive l'armée, vive la révolution ». On croyait en ce moment que c'était de la blague. Puis, le 30 novembre 1972, il y a eu une évolution de la situation et le régime marxiste-léniniste a commencé par pointer du doigt. Ensuite, le 30 novembre 1975, le parti-État a été créé, le marxisme-léninisme est devenu la règle et la suite, on la connaît. Beaucoup de Béninois ont été contraints à l'exil. D'autres ont été arrêtés. Tout le monde devait être dans la pensée unique. Prêt pour la révolution, la lutte continue. On a commencé par former les gens. On a fait en sorte que la pensée unique puisse prendre le devant. Une équipe composée d'hommes et de femmes a pris d'assaut le parti. Le bureau politique du parti décidait de tout. Nous sommes dans un parti-État où ce parti était supérieur à l'État et dirigeait tout. Tous ceux qui ont été contraints à l'exil, tous ceux qui étaient sur le territoire et qui subissaient tout ce que la révolution mettait en place ont été frustrés. Ce mot de frustration est important dans ce qui s'est passé le 16 janvier 1977. Il n'y avait plus de sortie pour ceux qui, frustrés à l'intérieur comme à l'extérieur, ne pouvaient plus rien faire. Ils ont pensé qu'il fallait mettre fin à ce régime en faisant venir des mercenaires pour agresser le Bénin. Voilà ce qui s'est passé. Hélas, il y a eu des morts dans les deux camps. Le peuple béninois a perdu beaucoup de ses vaillants soldats qui étaient au front, qui ont tiré pour faire face aux agresseurs. On connaît la suite. Des personnes ont été condamnées. Des personnes ont été condamnées à mort. Des personnes qui étaient en exil ont renforcé leur mécontentement. Et nous avons vécu ceci pendant tout le temps qu'il faut avant d'atteindre, en 1990, la conférence nationale qui a fait table rase de toutes les frustrations de part et d'autre pour permettre au Bénin, aux Béninois, de faire table rase de tout, de pouvoir vivre ensemble et de relancer la démocratie. S'il y a un conseil, une recommandation, un vœu, un souhait à formuler pour le 16 janvier 1977, on dira plus jamais ça au Bénin. Que personne, quelles que soient les conditions, ne pense plus jamais à faire venir des mercenaires pour venir agresser le régime, quel qu'il soit. Nous demanderons également aux dirigeants de la place de faire en sorte pour éviter, en tout cas pour limiter les frustrations. Ce sont les frustrations qui ont amené des hommes et des femmes béninois à aller chercher des mercenaires pour venir agresser le Bénin.
Lancée en 2018, la Journée internationale de la lumière a été promulguée par l'UNESCO. Une journée spécialement choisie pour célébrer le rôle que joue la lumière dans les domaines aussi divers que la science, la culture et l'art, l'éducation et le développement durable. À cette occasion, je vous invite à suivre dans l'élément qui suit les grandes réalisations du gouvernement du président Patrice Talon dans le domaine de l'énergie au cours de son premier mandat. Une réalisation de Francis Farami. Devant Dieu, les mânes de nos ancêtres, la nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République élu conformément aux lois de la République. En avril 2016, lorsque le président Patrice Talon prenait le pouvoir, le délestage régnait en maître au Bénin. Visionnaire et surtout nourrissant une grande ambition pour ce pays qu'il faut absolument révéler au monde, le chef de l'État a vite compris que sans la disponibilité permanente de l'énergie électrique, les chances pour le développement socio-économique du Bénin sont quasiment nulles, voire hypothéquées. Ce qui l'a d'ailleurs amené à dire que l'électricité doit être comme le sang qui coule dans les veines des Béninois. Quelques mois après son investiture, il a présenté aux Béninois un ambitieux programme d'action de son gouvernement, PAG 2016-2021 dénommé Bénin Révélé. Le secteur de l'énergie y a pris une place importante pour près de 10% des projets phares, avec 4 grands projets phares pour un montant de près de 800 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le Bénin dispose d'environ 180 MW en capacité propre de production grâce entre autres à la réhabilitation des centrales thermiques Wärtsilä de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE pour 30 MW à Porte-Novo, Parakou, Nati Tingu et à la construction de la centrale thermique du Alfuel de 125 MW de Maria Greta 2. À cela, il faut ajouter la diversification des sources d'importation après avoir obtenu une dérogation historique au code bénino-togolais de la CEB, la communauté électrique du Bénin. Cela a permis une amélioration significative des performances de la SBEE. On constate également que dès fin 2018, des performances déjà extraordinaires étaient au rendez-vous. La durée moyenne des coupures passe de 75 heures en fin 2015 en moins de 15 heures en fin 2018 et dans le même temps, le délai moyen d'intervention en cas de panne passe de 10 heures en fin 2015 à 2,1 heures en fin 2018. Les réseaux de transport et de distribution, haute tension et de basse tension ont connu de 2016 à 2019 respectivement un accroissement de 11,6% et de 17,8%. Le nombre de localités électrifiées a connu dans la même période un taux d'accroissement de 18,91%. Grâce à ces nombreuses réalisations et d'autres travaux en cours, participant à une rencontre de mouvement des entrepreneurs de France MEDEF mardi 30 août 2022, le président Patrice Talon a dit, je cite, « Venir investir au Bénin aujourd'hui, vous avez de l'électricité de qualité et avec possibilité d'une convention sur le prix. On peut vous vendre de l'électricité moins chère qu'en Chine. » Le président Patrice Talon entend mettre tout en œuvre pour se faire une place sur le marché international de la vente de l'électricité en Afrique. Des adultes membres d'un creuset se sont retrouvés dans le cadre des célébrations de leur fête annuelle. C'était le vendredi 13 janvier dernier. Dénommé Retour à l'école de base, l'événement fait sensation sur les réseaux sociaux à travers les images qui ravivent de bons vieux souvenirs. Réunis au sein d'un creuset de réflexion et de débat dénommé Breaking News, ces pères et mères de famille, la quarantaine révolue, ont reconstitué des moments de vie en classe de cours moyen, première année CM1. Sur les images de l'événement diffusées sur les réseaux sociaux, plusieurs moments de classe ont été reconstitués et revécus par ces anciens élèves. Une initiative qui a comblé les attentes des participants et ceci ne manquera pas de faire les émules même au-delà du Bénin. Autre information dans cette édition, les têtes couronnées de la région d'Agoni dans le département du Zou parlent désormais d'une même voix. Au terme d'une assise ce dimanche 15 janvier 2023, le différend relatif au couvent Yami de la divinité Guélédé qui opposait ces différents acteurs depuis un moment et à l'origine des troubles enregistrés à l'occasion de la célébration de la fête des religions endogènes du 10 janvier dernier connaît désormais son épilogue. Da Gandaro Kinidegbe,
garde tous les attributs liés à son titre. Il demeure le Da de la grande collectivité Gandaro, premier ministre du roi Afo-Djenoukan de Naougon. Notons également que Da Gandaro est le Galagbo, chef du couvent Yami de la divinité Guélédé, entre-temps objet de discorde. Selon la décision issue de l'assise des têtes couronnées, les Galagbo choisis de part et d'autre ne sont plus valables car officiellement suspendus. Par ailleurs, Da Gandaro Kinidegbe s'est engagé à retirer la plainte au tribunal d'Abomey. On parle sport pour finir cette édition. Coton FC reste le seul club invaincu à l'issue de la 15e journée de la Ligue professionnelle de football 2022-2023. Les Cotonniers ont écrasé les joueurs d'Aziza FC 4-0 grâce notamment à un doublé de Issa Razak Bena. Le film des buts avec le débriefing des deux entraîneurs avec Seton Delarios Adjagbeno. Je crois que ce soir, à la maison, il fallait enchaîner les matchs que l'on faisait précédemment. Bon, en plus, il y a eu un peu la manière. Et puis, heureusement, on a marqué aussi des buts. Donc, c'est ce qui nous manquait dans les dernières rencontres. On se faisait peur jusqu'à la fin. Là, il a fallu attendre le début de la deuxième mi-temps pour se rassurer un petit peu. Et je pense que les gars, ils ont mis le maximum d'ingrédients pour essayer naturellement de marquer un maximum de buts. Et je pense que c'est intéressant parce que quand on voit qu'on peut poser le ballon, qu'on peut faire courir l'adversaire, qu'en plus de ça, on profite des espaces et puis qu'on peut marquer des buts, et ben c'est super. Très très difficile pour nous, on ne peut rien faire, ça continue à travailler. Les enfants ils sont faits ce qu'ils vont faire, ça reste de nous le technicien pour aller savoir comment on va jouer, aborder le prochain match. Quel jour c'est collectif, il n'y a pas de milieu de terrain ou bien défensif, c'est tout le monde qui a joué, c'est le football, ça peut arriver. Donc on va continuer à travailler jusqu'au bout. J'ai appris à voyager. J'ai appris aussi à ce que les gens soient très critiques. Pour moi, vous savez, il n'y a pas un match facile. Est-ce que vous pensez que quand on a joué contre Sitatunga et qu'on a fait 0-0 ici, ça allait être pour nous un match facile et qu'on allait gagner? Pas du tout. Donc aujourd'hui, les joueurs ont montré pendant 1 heure que l'adversaire était de qualité parce qu'ils se sont bien accrochés. Et c'est sûr que quand on marque 2 buts en 2 minutes, ils en prennent un coup derrière la tête. Donc c'est pour ça que le 4-0, c'est vrai que ça fait cher. Mais bon, une fois qu'ils avaient le 3, ils ont un peu baissé les bras. Donc c'est un peu logique. Et pour moi, vous savez, il n'y a jamais de match facile. Le match facile, il est quand on regarde le tableau d'affichage et qu'à la fin, il y a marqué 2-0, 3-0, 4-0. Et encore, c'est pas parce que tu marques des buts que le match a été facile. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Excellente soirée sur EZAE TV.